Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus nombreux écouter notre conférence de ce soir. Je commencerai par des remerciements pour le CHU de Bordeaux, mais aussi pour la librairie Mola, qui nous propose cette soirée organisée en partenariat avec le centre hospitalier Charles Perrins et qui parlera donc du TDAH, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, de l'enfant à l'adulte. Nous avons choisi de co-animer cette conférence. Je suis le docteur Adrian, je suis pédopsychiatre, responsable d'une unité d'hospitalisation pour l'enfant et l'adolescent au CHU de Bordeaux. Et j'aurai le plaisir de partager cette conférence avec monsieur le professeur Bouvard, chef de service de pédiatrie, pédopsychiatrie universitaire au centre hospitalier Charles Perrins. Le plan de notre conférence se déroulera de la manière suivante. Je vous présenterai quelques généralités, un bref rappel historique de la clinique. Nous parlerons aussi des éthiopatogénies de l'hyperactivité, enfin du TDAH. Et puis, dans un deuxième temps, Monsieur Bouvard sera en charge de partager avec vous les données récentes sur les prises en charge et l'organisation des soins. Alors, le TDAH, en quelques mots, il faut considérer aujourd'hui que le TDAH est un trouble du neurodéveloppement. Nous y reviendrons. C'est un trouble fréquent qui touche 5% des jeunes et 2,5% des adultes, ce qui peut-être est une donnée un petit peu plus contemporaine dans la connaissance du trouble. Son retentissement peut être notable et variable, allant parfois jusqu'à pouvant être qualifié de handicap invisible. Il implique des repérages et des prises en charge spécifiques précoces, et à ce titre, il constitue un important enjeu de santé publique. Pour ma part, je trouve également que c'est un trouble qui est un exemple assez paradigmatique d'une collaboration très fructueuse entre les personnes concernées, les associations de parents, comme par exemple la très célèbre Hyper Super TDAH France, et les équipes soignantes. Je vous propose un bref historique. Le TDAH n'est pas un trouble nouveau. Nous allons voir que selon la tradition, je dirais dans la littérature médicale européenne, c'est un trouble qui a été décrit dès le XVIIIe siècle, par exemple par Weikart, qui était un médecin allemand, ou Crichton, qui était un médecin au Royaume-Uni. De même, on retrouve des descriptions cliniques très précieuses au XIXe siècle avec Hoffmann ou Bourneville en France. À noter au début du XXe, en 1902, la première description du trouble par George Steele dans une revue scientifique. Et en 1932, Franz Kramer va créer l'appellation de trouble hyperkinétique qui sera plus tard adoptée temporairement par l'Organisation mondiale de la santé. Pendant ce temps-là, en Nord-Amérique, depuis le début du XXe siècle, on a vu des professionnels, des médecins s'intéresser également à ce type de clinique. On notera en particulier en 1937 Charles Bradley qui a découvert un médicament à base d'amphétamine qui pouvait réduire les symptômes similaires au TDAH. Dans les années 40, on voit se développer un modèle qui est plus, je dirais, inféré à l'hypothèse d'un trouble neurologique et les enfants avec TDAH sont décrits comme ayant une dysfonction cérébrale minimale. Dans les années 50, on voit apparaître certaines publications qui vont commencer à poser l'hypothèse que le trouble ne s'arrête pas chez l'enfant mais continue chez l'adulte. Et puis, une date importante également, dans les années 60, la Food and Drug Administration aux États-Unis a approuvé le méthylphénidate pour les troubles et le traitement des troubles du comportement chez les enfants. Des années 70 à nos jours, il faut noter que les critères diagnostiques du TDAH ont surtout évolué sur la base de recherches scientifiques. Cela a donné lieu à une évolution nosographique au sein du DSM, avec la mise en évidence de plus en plus nette d'une place centrale du déficit attentionnel.
Bien sûr, ces conceptualisations ont fait l'objet de nombreux débats, parfois un peu houleux, surtout en France, en particulier en France, entre les tenants qui voyaient le TDAH comme basé sur des hypothèses avec une approche neurologique et ou une approche psychodynamique. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le trouble, à partir du DSM-5, a été caractérisé comme un trouble du neurodéveloppement. On voit là donc l'évolution des représentations que l'on a eues de ce trouble, et on regarde cette évolution, une évolution aussi du champ lexical. Par exemple, on ne parle pas de maladie, mais de trouble. Et puis, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la question du trouble hyperkinétique est plutôt remplacée aujourd'hui par la question du trouble déficit attentionnel. Alors, le TDAH, parmi les TND, les troubles du neurodéveloppement, donc un trouble du neurodéveloppement se caractérise par une perturbation du développement cognitif et ou affectif de l'enfant qui entraîne un retentissement important. Le TND est un trouble donc significatif, durable, ce n'est pas simplement un retard, c'est quelque chose qui va s'inscrire durablement dans le développement, spécifique, qui peut toucher des domaines comme la motricité globale, la motricité fine, le langage, la socialisation ou encore la cognition. Et ce sont des troubles que l'on dit structurels, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans une origine organique. Parmi les TND, nous avons les troubles du spectre de l'autisme, les troubles de la communication, les troubles du développement intellectuel, les troubles des apprentissages, les troubles moteurs, le TDAH et une catégorie moins spécifique de TND. La particularité peut-être dans cette catégorie diagnostique, c'est que nous savons que ces troubles sont plus fréquemment associés entre eux. Alors, quelles sont les causes du TDAH? Vraiment, le message qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas du tout causé par un seul facteur de risque génétique ou environnemental, mais la plupart des cas de TDAH sont causés par un effet combiné de nombreux facteurs de risque génétiques et environnementaux, chacun pouvant avoir une incidence variable dans la causalité de la maladie. Alors, quelques préalables peut-être, parce que c'est vrai que aujourd'hui nous disposons, nous allons le voir, de données assez importantes sur des populations de grand nombre. Et donc, notre regard sur la causalité des troubles psychiques en général a évolué. Donc, on sait que de nombreux facteurs génétiques et environnementaux se combinent pour provoquer le trouble. Quand il est question d'évaluer les risques environnementaux, on sait que leurs effets s'exercent très tôt dans la vie. Et quand on dit très tôt, c'est même pendant la période fœtale. Donc, ces associations entre certains aspects de l'environnement et de l'apparition du TDAH, pour certains, ont des niveaux de preuve assez élevés au point qu'on pourrait les considérer comme ayant un rôle causal. Mais pour la plupart, la possibilité demeure que ces associations soient dues à des effets génétiques et environnementaux combinés. Pour cette raison, nous parlerons plutôt de corrélats plutôt que de causes, en sachant aussi que cette corrélation entre ces différents facteurs, les risques génétiques et environnementaux, que nous allons explorer ensemble à présent, ne sont pas nécessairement spécifiques du TDAH. On savait de longue date qu'il y avait une composante génétique dans le fait que le trouble puisse s'installer chez une personne. On savait en particulier que le trouble avait un haut taux d'héritabilité, c'est-à-dire que on l'en retrouvait de façon préférentielle dans certaines familles. Les dernières données que nous avons nous montrent également que les gènes et leur interaction avec l'environnement jouent un rôle substantiel. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une hypothèse. On a des données qui peuvent corroborer cet aspect des choses. Alors, je citerai une étude génomique mondiale, une équipe internationale qui a analysé l'ADN de plus de 20 000 personnes atteintes de TDAH et de plus de 35 000 personnes sans TDAH. Donc, cette étude a confirmé une cause
polygénique pour la plupart des TDAH, ce qui signifie que de nombreux variants génétiques, chacun pouvant avoir un effet variable, se combinent pour augmenter le risque de troubles. On parle alors du risque polygénique pour le TDAH et ce risque est associé au risque de psychopathologie en général et en particulier à d'autres troubles psychiatriques. Ces résultats ont été corroborés par les études de famille de jumeaux et des études portées sur l'étude de l'ADN. Et finalement, on voit qu'on a pas mal d'hypothèses pour dire qu'il existerait une pathophysiologie dans les voies biologiques qui dysrégule le neurodéveloppement et crée des variations cérébrales conduisant à l'apparition des troubles. Du côté des corrélats environnementaux du TDAH, de nombreuses études ont été réalisées. Je vais les citer en sachant que toutes n'ont pas un niveau de preuve élevé. La première a été donc l'exposition à des toxines, le plomb, le mercure, le tabagisme maternel, l'exposition à la fumée de cigarettes ou encore les colorants alimentaires. On a aussi cherché à voir si les carences nutritionnelles pouvaient jouer un rôle dans l'apparition du TDAH. On a fait des études autour du fer sérique, des acides gras polyinsaturés de type oméga 3, et aussi on a mesuré la vitamine D maternelle donc pendant la grossesse. On s'est également intéressé aux événements pendant la grossesse et à la naissance. On sait qu'il y a probablement des facteurs associés, corrélés au risque de TDAH chez les grands prématurés, chez les bébés avec un très faible poids de naissance, mais aussi chez les mamans qui ont des troubles de la santé pendant la grossesse, de type troubles hypertensifs ou prééclampsie, obésité ou hyperthyroïdie. On a aussi constaté que on pouvait avoir un risque augmenté lorsque il y avait des antécédents de fausses couches. Les facteurs qui sont aussi très observés et très à l'étude, c'est la question des privations, des stress, des infections, de la pauvreté et des traumatismes. Alors, pour les citer un petit peu dans l'ordre prévu, je parlerai de patients qui ont été atteints par des entérovirus, mais aussi d'enfants nés de femmes ayant perdu un proche pendant la grossesse, c'est-à-dire le traumatisme du deuil, l'exposition à des abus sexuels ou à des négligences physiques, des niveaux de revenus familiaux plus faibles, et tout ça correspond à un indicateur, par exemple, qui est l'indicateur d'adversité de Rutter, qui a une forte valence de prédiction par rapport au risque de développer un TDAH. Et ces facteurs sont la classe sociale basse, la criminalité paternelle, le trouble mental maternel et les discordes conjugales sévères. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces indicateurs d'adversité peuvent être particulièrement cumulatifs. Alors, quels sont les critères diagnostiques actuels du TDAH? Nous allons les décrire selon le DSM, qui est le manuel de description des troubles psychiatriques de la Société de psychiatrie américaine. C'est un mode persistant d'inattention et ou d'hyperactivité impulsivité. Nous voilà déjà face à deux dimensions du trouble et nous allons en étudier ensemble les critères diagnostiques. Le premier critère est celui de l'inattention. Il faut que 6 des symptômes suscités puissent persister au moins 6 mois à un degré qui ne correspond pas au niveau de développement, c'est-à-dire qu'on va retrouver la question vraiment de l'écart au développement tel qu'il est attendu, et qui a directement des conséquences négatives sur les activités sociales et académiques ou professionnelles. Et là, on est sur la question du retentissement. Alors, comment sont ces critères d'inattention? Souvent, ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des fautes d'étourderie, a souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux, semble souvent ne pas écouter quand on lui parle,
souvent ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener à terme des devoirs ou des consignes, a du mal à organiser ses travaux et ses activités, évite ou en aversion ou fait à contre-cœur toutes les tâches qui vont nécessiter un effort mental soutenu, perd les objets nécessaires à son travail ou à ses activités et se laisse souvent distraire par des stimuli externes. C'est ce qu'on appelle la distractibilité. La deuxième dimension clinique est celle de l'hyperactivité et impulsivité. Les critères sont les suivants: remue souvent les pieds et les mains, se tortille sur son siège, se lève en classe ou dans des situations où il est supposé rester assis, court et grimpe partout alors que cela n'est pas approprié, a souvent du mal à se tenir tranquille, il est sur la brèche, il est monté sur ressort, on va dire que c'est des petits zébulons, et même souvent il parle trop, il laisse souvent échapper la réponse avant qu'on ait fini de poser la question, ce qui nous ramène à la question de l'impulsivité, notamment cognitive. Et elle a souvent du mal à attendre son tour, où il interrompt et il impose sa présence aux autres. Mais il nous faut d'autres critères pour pouvoir poser le diagnostic de TDAH. Le critère B est un critère très important puisque c'est celui qui va signifier le caractère neurodéveloppemental du trouble, puisqu'il faut que les symptômes aient été présents avant l'âge de 12 ans. Le critère C, quant à lui, va s'intéresser plutôt à la valence situationnelle, c'est-à-dire qu'il faut que les troubles ne soient pas présents que dans une seule situation, mais puissent retentir dans différents environnements de l'enfant. Le critère D va être celui du retentissement avec l'altération cliniquement significative du fonctionnement social, scolaire, professionnel et de la qualité de vie. Quant au critère E, il élimine les autres diagnostics différentiels et il faut que les troubles ne soient pas mieux expliqués par un autre trouble mental. Mais nous verrons que va se poser par ailleurs la question des troubles associés. Donc, nous avons là des formes cliniques et des trajectoires développementales plurielles. Et c'est toute la particularité de pouvoir faire un diagnostic clinique d'hyperactivité de TDAH. C'est pas si simple que ça finalement. Alors selon le DSM-5, il existe, on va dire, des sous-types d'hyperactivité de TDAH. Je devrais pas dire hyperactivité, je suis désolée. C'est un vieux tic de langage. Une forme mixte et combinée où on va avoir l'expression de la dimension inattention et de la dimension hyperactivité, impulsivité, une forme inattention prédominante ou bien une forme hyperactivité, impulsivité prédominante. Mais les caractéristiques cliniques et les trajectoires développementales sont aussi différentes en fonction des genres. On sait que le TDAH est plus fréquent chez les garçons, mais il y a aussi chez les filles des formes plutôt à prédominance d'inattention, qui sont peut-être moins repérées et qui, de fait, peuvent avoir des trajectoires développementales différentes. Par ailleurs, ce trouble, l'expression clinique du trouble va être modifiée en fonction de l'âge de la personne. C'est-à-dire que la clinique ne va pas s'exprimer de la même façon chez un petit enfant de 6 ans ou chez un adulte de 30 ans. Là aussi, il y a d'autres facteurs qui vont influencer les trajectoires développementales, comme l'existence ou non de troubles associés, comorbides, qui sont très fréquents dans ce trouble. On peut ajouter aussi les étapes développementales normales de la vie avec l'orage adolescent, qui va peut-être parfois compliquer les choses quant à la prise en charge. Ne pas oublier la dysrégulation émotionnelle, je pense que c'est un critère qui n'est pas directement exprimé dans les critères du DSM, mais qui va être cliniquement et symptomatologiquement et même d'un point de vue thérapeutique, un challenge, puisque ces enfants vont avoir, ou ces grands vont avoir du mal à moduler leur régulation émotionnelle, ce qui est peut-être en lien en partie avec des troubles des fonctions exécutives.
Donc, quels sont les troubles associés? On sait les données, on a de nombreuses données épidémiologiques et cliniques qui nous montrent que le TDAH est souvent comorbide avec d'autres troubles psychiatriques, comme la dépression, le trouble bipolaire, le trouble du spectre de l'autisme, les troubles anxieux, le trouble oppositionnel avec provocation, le trouble des conduites, le trouble de l'alimentation ou le trouble lié à l'usage de substances. Et ces diagnostics associés n'empêchent pas que l'on puisse avoir un TDAH associé. Alors, je remercie ici l'association Hyper Super TDAH France qui a regroupé avec cette petite affiche les principaux troubles associés que nous devons rechercher: le trouble du spectre de l'autisme, le trouble oppositionnel et le trouble des conduites, qui va être, on va dire, une forme de trouble externalisé que l'on va pouvoir voir assez facilement, les troubles des apprentissages qui vont ressentir notamment dans le cadre scolaire, les troubles de l'humeur et l'anxiété qui vont être des troubles plus internalisés, les troubles du sommeil qui vont être une constante qu'on va retrouver vie entière, et les abus de substances qui, bien sûr, là, vont être variables en fonction de l'âge. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse aussi, à partir de l'étude de cohorte, c'est de voir quelle est la santé des personnes avec TDAH. On sait qu'elles sont plus exposées à des risques organiques, des risques somatiques, d'obésité, d'asthme, d'allergie, de diabète, d'hypertension. On retrouve les problèmes de sommeil, l'épilepsie, par exemple, qui va être aussi parfois un diagnostic différentiel, les infections sexuellement transmissibles ou encore les troubles immunitaires et métaboliques. Alors, comment le TDAH est-il diagnostiqué? C'est avant tout un diagnostic clinique. On ne peut diagnostiquer que par la collaboration avec un clinicien agréé qui va interviewer les parents, l'enfant, l'environnement. Il faut bien savoir qu'on ne peut pas diagnostiquer uniquement sur des échelles de cotation ou des tests neuropsychologiques ou encore des méthodes d'imagerie cérébrale, bien que ces différents outils qui vont nous permettre d'apprécier la particularité clinique de chaque enfant vont montrer des altérations. Donc un diagnostic clinique, c'est un entretien avec les parents. Écoutons les parents. Il nous guide beaucoup pour savoir comment conduire la suite des investigations diagnostiques. L'entretien avec l'enfant, en sachant que l'enfant, parfois, c'est difficile pour lui de pouvoir décrire ses symptômes. L'observation clinique, en sachant que parfois l'enfant ne va pas manifester en relation duel les difficultés. Donc on pourra s'appuyer sur des témoignages extérieurs, des informations des tiers, carnet de santé, compte rendu de médecins scolaires, pédiatres. Bien sûr, les questionnaires, notamment la fameuse échelle de Conners, mais là encore, on ne peut pas faire un diagnostic uniquement sur un questionnaire. L'examen médical à la recherche de troubles associés et qui sera variable en fonction de l'état physique du patient, l'évaluation neuropsychologique qui va permettre de préciser le profil psychométrique du trouble, et puis la recherche des troubles associés et d'un diagnostic différentiel. Parfois aussi, il nous arrive de rencontrer les enfants alors qu'ils ont déjà essayé plusieurs types de traitements, et la réponse au traitement peut également être un argument qui va venir consolider notre hypothèse diagnostique et le diagnostic porté. Ce qui est très important, c'est d'évaluer le retentissement. Oui, on a parlé de handicap invisible. En fonction de la sévérité du retentissement, des aménagements, des accompagnements spécifiques vont être proposés. Ce que l'on sait en général du retentissement du TDAH, c'est que les personnes atteintes sont exposées à un risque accru d'une plus faible qualité de vie, de troubles liés à l'usage de substances, de blessures accidentelles, d'échecs scolaires ou de chômage, de jeux pathologiques, de grossesse adolescente, de difficultés de socialisation, de délinquance, de suicide et de décès prématurés.
Mais comment les enfants ou les ados le voient-ils? Bien, il y a beaucoup de retentissement sur la vie familiale, hein, avec de nombreuses réprimandes, punitions, des relations souvent houleuses, des parents fatigués qui se culpabilisent, qui sont sensibilisés au jugement extérieur, l'enfant ayant lui le sentiment d'être mal aimé. Il y a aussi un retentissement sur la vie scolaire, que ce soit un retentissement académique ou comportemental. Et vraiment, ce qu'il faut craindre, c'est l'accumulation de remarques négatives ou de punitions fréquentes qui créent un cercle vraiment tout à fait négatif pour l'enfant. La vie sociale aussi est impactée. Ce sont des enfants qui ont du mal à moduler leurs interactions sociales. On les voit comme agressifs, on les voit comme faisant le pitre. Ils ont du mal à maintenir des relations amicales. Ça fait du mal au cœur, mais parfois ils sont même pas invités aux anniversaires et on a du mal à comprendre leurs réactions qui sont parfois trop impulsives. Mais principalement, c'est le retentissement sur l'estime de soi qui va faire que l'enfant va culpabiliser de ne pas réussir ce qu'on attend de lui, construire une image tout à fait dévalorisée et se retrouver démotivé, découragé, ce qui peut faire le lit, en tout cas, de risques secondaires, de dépression ou de troubles anxieux. Mais ce n'est pas que du négatif, hein. Les points forts, c'est les parents qui en parlent le mieux. Ce sont des enfants qui ont une capacité de compassion. S'ils sont bien accompagnés, ce sont des leaders. Ils vont être parfois tout à fait exceptionnels sur la capacité à résoudre des problèmes. Donnez-leur quelque chose qui les intéresse, ils vont être hyper focus et ils vont vraiment pas lâcher la tâche. Ils sont drôles et puis ingénieux et puis à vivre avec une différence, on finit par développer des capacités de résilience et donc ces enfants ont vraiment un truc spécial. Un mot pour terminer avant de passer la parole à monsieur le professeur Bouvard à propos du TDAH chez l'adulte. Alors les données dont nous disposons actuellement, ça inclut des patients qui ont été diagnostiqués pendant l'enfance et dont les troubles persistent à l'âge adulte, mais aussi des personnes adultes qui sont diagnostiquées pour la première fois à l'âge adulte et dont le trouble était présent dans l'enfance, mais non identifié ou bien compensé. Il s'associe à d'autres troubles psychiatriques, à peu près les mêmes, on va dire, globalement, que ceux qu'on a décrits pour l'enfant et l'adolescent, avec en plus le trouble grave de la personnalité qui ne peut pas être diagnostiqué chez l'enfant et l'adolescent. Donc on a des données qui sont vraiment en faveur d'une persistance du TDAH tout au long de la vie, soit sous une forme complète, soit avec la persistance de certains symptômes. Par exemple, on sait que 15% des enfants atteints de TDAH continueraient à présenter à l'âge de 25 ans des symptômes complets du tableau et que plus de 50% continueraient à souffrir à l'âge adulte d'altérations significatives dans plusieurs domaines, principalement les apprentissages, le fonctionnement social, les conduites à risque et le maintien de l'emploi. Parfois, chez les adultes, on a quand même des formes cliniques atténuées parce qu'avec le temps, les personnes développent des capacités d'adaptation et de compensation. Donc, ça peut se révéler uniquement par une forme de nervosité mentale et physique, des troubles du sommeil qu'on retrouve souvent, une instabilité émotionnelle et relationnelle et la propension à compenser par l'usage de drogue ou d'alcool. On le voit, les conséquences de ce trouble ont un impact qui va être tout au long de la vie et ce retentissement va être très varié, mais peut constituer un réel handicap, notamment sur la question des instabilités des trajectoires professionnelles, des accidents domestiques et ou de la circulation, avec une augmentation des taux de mortalité, des addictions précoces et une augmentation des tentatives de suicide. Pour aller plus loin, je vous propose de consulter le site de Hyper Super TADA France, mais également le site de la Société française TDAH France, et puis celui de la Haute Autorité de Santé, ou encore Clepsy, qui est un site de psychoéducation.
Je vous recommande aussi la lecture de Et si c'était un TDAH du professeur Bono. Et je vous invite peut-être à partager aussi cette journée qui est organisée le 12 juin autour de la question du TDAH. Je vous remercie. Je passe la parole au professeur Bouvard. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement content et ravi d'être ici. Je remercie chaleureusement le CHU et je suis aussi content de voir que la collaboration marche très bien entre le CHU et l'hôpital Charles Perrins. Et puis, je suis aussi très content de revenir dans le cadre de ces conférences à la librairie Mola où j'ai eu l'occasion de venir il y a quelques temps. Alors, je vais vous parler un peu, après la présentation très claire de Valérie Adrian, un peu des stratégies thérapeutiques, et puis essayer de vous donner quelques éléments qu'on va prendre assez rapidement pour dire comment on accède au diagnostic, comment on accède au traitement. Parce que aujourd'hui encore en France, un des gros problèmes, c'est le retard d'accès à des stratégies spécifiques. Un des problèmes du TDAH, ça a été dit, c'est que les premiers qui se soucient de la problématique de l'enfant, c'est les parents. Et c'est les parents qui vont repérer les difficultés de l'enfant et qui vont commencer à lancer des signaux d'alerte. Et c'est ces signaux-là, et je crois que Valérie l'a très bien dit, qu'il va falloir repérer, identifier très vite pour aller vers des procédures de diagnostic, de confirmation et puis de thérapeutique. Et les deuxièmes qui repèrent, c'est bien évidemment les enseignants. Et les enseignants, eux, ils vont repérer les conséquences souvent comportementales de ces troubles, alors à la fois sur les apprentissages, mais aussi qui vont entraver notamment au moment du primaire, l'ensemble du fonctionnement de ces enfants. Ce qui fait que, vous le voyez, c'est ces deux points de repère. Il y a quelqu'un qui manque dedans, c'est le patient lui-même. Et un des problèmes qui va être, une des questions qui va être très importante quand on va faire ce diagnostic et quand on va aller vers des stratégies d'intervention, ça va être de constituer l'alliance thérapeutique, de travailler avec les familles et pas contre les familles. Et ça, c'est un virus qu'ont les médecins souvent, c'est de se dire, moi je sais, vous savez pas. C'est pas comme ça qu'il faut aborder la question ni du diagnostic ni du traitement, mais vraiment la question d'un vrai partenariat, parce que sinon le résultat c'est celui-là, et ça c'est des données françaises qui datent un peu, mais qui sont malheureusement encore très vraies, c'est qu'entre le moment où les parents alertent, disent attention, cet enfant, il a un truc spécial, ouais, mais il a un truc qui est gênant. Et le moment où on va mettre en place des stratégies, un diagnostic et stratégie spécifique, il y a en moyenne 3 ans qui vont s'écouler. 3 ans, ça se paye cash à cet âge-là. Ça se paye en redoublement, ça se paye en orientation scolaire, ça se paye en souffrance familiale, ça se paye en souffrance sociale et relationnelle. Donc c'est du cash, c'est-à-dire qu'on dit pas, bah, vous savez, on a tendance parfois à dire ils sont immatures, on va attendre, on va les faire redoubler, etc. Ben non, parce qu'ils vont avoir une situation de souffrance. Et donc un des enjeux aujourd'hui majeurs, c'est à la fois le repérage précoce de ce trouble, qui doit être fait de façon très méthodique, et ça, je crois que Valérie Adrian nous l'a bien montré, hein, c'est pas une intuition, mais un repérage qui doit avoir lieu le plus précocement possible, parce que le problème, c'est d'éviter toutes les problématiques qui vont s'enchaîner derrière, chez l'enfant, chez l'adolescent et chez l'adulte. Le principe des interventions répond à quelques règles qui paraissent importantes. On a des cadres diagnostiques, vous l'avez vu, on a des cadres d'évaluation, mais le projet il doit être individualisé. On soigne un patient, on soigne pas un diagnostic. Et ça, c'est un enjeu important parce que, bien évidemment, derrière ce tableau clinique du TDAH, vous avez des histoires différentes, des organisations familiales différentes, vous avez des environnements différents, et qu'il faut prendre tout ça en charge, c'est dire l'enjeu. Et puis, je le redis, et Valérie l'a fait volontiers de citer l'association Hyper Super. Il y a d'autres associations qui existent, mais je crois que c'est important aujourd'hui, c'est une collaboration avec les familles. C'est plus, encore une fois, on est du même côté du court de tennis, puisqu'on est en plein Roland-Garros. On va prendre des métaphores d'actualité. C'est-à-dire qu'on va travailler dans un partenariat qui est extrêmement important, parce que c'est sur ce partenariat avec les parents, et puis avec l'environnement, et notamment l'école pour ce qui est des enfants, qu'on va construire le projet d'intervention. Bien évidemment, et c'est quelque chose qu'il faut rappeler, ça se fait dans un cadre qui est médico-juridique, qu'il est important de rappeler, parce qu'on va parler de médicaments, c'est que ça se fait avec l'autorisation parentale et l'autorisation des deux parents, donc des dépositaires de l'autorité parentale.
Il n'y a pas un traitement, il n'y a pas une intervention du TDAH. C'est toujours un projet qui sera global, pluridisciplinaire, qui prend en compte les différentes dimensions et qui doit être construit sur un diagnostic qui doit être à la fois le diagnostic clinique, mais ce qu'on appelle aussi le diagnostic fonctionnel, c'est comment tel enfant fonctionne, quel est son niveau de développement cognitif, quel est son niveau de fonctionnement émotionnel, quel est son niveau de relation. Et puis, on doit, et aujourd'hui c'est plus que jamais d'actualité, fonctionner sur des stratégies qui doivent être évaluables. Pendant trop longtemps, on est parti sur des stratégies qui basaient sur parfois l'intuition, sur des stratégies basées sur la croyance. Et il y a beaucoup de stratégies qui ont été proposées et qui étaient souvent construites sur des modèles parfois théoriques de croyance. Qu'est-ce que c'était que le TDAH, etc. Et il faut qu'on ait des stratégies qui soient évaluables parce qu'on peut aussi, on doit pouvoir les mettre en route, mais on doit les évaluer, on doit savoir si ça marche ou si ça marche pas. C'est quoi les objectifs? C'est quoi les objectifs? Alors, on l'a vu, c'est une avalanche, le TDAH. Hein, c'est-à-dire que c'est une problématique qu'on va repérer chez l'enfant jeune, souvent au début du primaire. Et puis, on va voir les complications se mettre en place, les difficultés scolaires, avec des redoublements. On va voir les difficultés sociales, les difficultés, et puis les difficultés familiales. Donc, l'enjeu, c'est d'une part, bien évidemment, des enjeux qui sont ciblés sur les manifestations cliniques qu'on va observer. On va voir qu'on a des interventions qui sont spécifiques, mais ça va être aussi d'améliorer le fonctionnement de l'enfant. L'objectif, c'est pas de le camisoler, c'est pas de l'enfermer dans des chaînes, c'est de le mettre dans un modèle où il va pouvoir fonctionner. Et s'il bouge un peu, ben on va faire en sorte que cette agitation ne soit pas une agitation qui va perturber ses relations, perturber ses apprentissages. Et s'il a une distractibilité, il doit y en avoir quelques-uns dans cette salle, j'en suis peut-être le meilleur modèle. Il faut faire en sorte que cette distractivité ne vienne pas perturber le fonctionnement scolaire ou le fonctionnement professionnel. C'est pas de l'éliminer, c'est pas d'enlever la personnalité aux gens. Un des enjeux très importants, et vous l'avez vu dans la diapositive qu'a présenté Valérie Adrian, ça va être de prévenir, hein, c'est d'éviter l'avalanche, c'est d'éviter la succession, l'engrenage qui se met en place, notamment la désocialisation, l'échec scolaire, les problématiques qui vont être associées derrière, dont une dont nous avons parlé un petit peu et dont je reparlerai, qui est la consommation de substances et d'abus de substances. Et puis de traiter les troubles associés, des apprentissages, et cette problématique effectivement importante des problématiques émotionnelles qui sont très fréquemment associées. C'est des enfants qui ont souvent une dysrégulation de leurs émotions, qu'il faut repérer, qu'il faut prendre en charge, évidemment. Il y a 3 axes de l'intervention. On va intervenir sur l'enfant, on verra un peu les modalités. On va travailler avec la famille, on va structurer avec la famille, et puis on va travailler avec l'environnement. Et là, quand on est chez l'enfant, c'est surtout l'environnement scolaire, ça peut être aussi les loisirs, ça peut être voilà, le centre aéré s'il y a besoin, c'est un endroit où l'enfant, l'enjeu, c'est pas de le couper de tout ça, c'est de le faire fonctionner, c'est de le faire fonctionner dans tout ça. Et c'est un point donc qui est tout à fait central dans les interventions qu'on va proposer. Vous les avez la résumé dans cette diapositive. Je vais en reprendre quelques-unes. On vous distingue, si vous voulez, des adaptations qui sont centrées sur l'enfant et qui font essentiellement appel aux stratégies de thérapie, de psychothérapie. Alors, on verra qu'il y en a différents types. Hein. La psychothérapie, c'est pas un modèle, c'est différents types. Et notamment, on utilise pas mal les thérapies, ce qu'on appelle cognitivo-comportementales. Je vous en dirai un mot. Ou des stratégies comme la remédiation cognitive, qui vise à essayer de recentrer l'enfant par rapport aux difficultés qu'il présente. Il y a des adaptations dans l'environnement, et ça, c'est aussi un point important, c'est qu'on va jouer sur l'environnement. Alors, l'environnement, ça commence parfois par l'hygiène de vie, et je vous ai marqué, c'est vrai qu'on va éliminer les facteurs parasites, hein, les troubles du sommeil, les difficultés de sommeil, les difficultés d'endormissement, les difficultés qui sont liées à l'environnement, l'activité physique. On reparlera, j'en suis sûr, des écrans. Alors, les écrans, ça provoque pas le TDAH, mais c'est un facteur, bien évidemment, de complications supplémentaires. On pourra, si vous voulez, en redire un mot. Et puis, on va travailler avec des stratégies donc d'adaptation en milieu scolaire et en milieu familial. Je vous montrerai qu'un des grands axes importants, c'est le travail avec justement les parents pour leur donner des outils. Les parents, ils décrivent souvent leur enfant en disant c'est un enfant, j'ai pas le mode d'emploi. On a oublié de me donner le mode d'emploi. Quand je suis sorti de la maternité, on m'a pas dit comment il fallait l'éduquer. Et bien évidemment, ils sortent avec un sentiment très négatif sur leur propre
capacité parentale. Et on voit des parents qui doutent d'eux-mêmes, qui ont beaucoup de questionnements, qui se sentent forcément mis en cause. Je cite souvent, pardon, pour ceux qui ont déjà entendu l'anecdote, cette maman qui me disait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Hein, ils viennent souvent avec cette question, qu'est-ce que j'ai raté? Et vous voyez que le premier axe du traitement, c'est de leur dire, vous avez rien raté, c'est pas un problème d'éducation, mais par contre, c'est une problématique qu'il faut identifier avec vous et sur lequel il va falloir jouer. Et cette maman me disait, pour compléter, d'ailleurs, j'ai dû faire mal les choses. En tous les cas, ça peut pas être la faute de son père, il est jamais là. Donc vous voyez il y a des enjeux qui sont extrêmement importants. Et le premier enjeu du traitement, c'est de dire aux parents, c'est pas de votre faute. C'est de sortir de ce sentiment de culpabilité qui a conduit pendant très longtemps ses parents à être dans la double peine. Hein. Vous arrivez et on vous dit, madame, écoutez, il va falloir nous expliquer votre enfance à vous, parce que visiblement, et paf, on est reparti, ou ce sentiment de culpabilité. Et puis on va bien sûr dire quelques mots. Je serai, pardon, j'essaierai de pas faire trop inventaire, mais dans une problématique du traitement, la place des traitements médicamenteux. Quelques mots sur les stratégies qu'on va utiliser. Donc, je vous ai parlé des stratégies de type psychothérapie. Il y en a de multiples formes. La principale qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales, qui visent à essayer de modifier des comportements. Alors, les modifier, c'est pas à la schlag, c'est pas à coup d'un éducatif contraint. C'est d'essayer de comprendre et de montrer que les comportements peuvent avoir des conséquences négatives. Et donc, par exemple, on va apprendre quelque chose qui travailler avec ces enfants-là, et on verra aussi avec les familles, à des stratégies d'autocontrôle. Hein. Vous comprendrez assez vite que le problème du TDAH, c'est un problème d'attention, mais c'est un problème de régulation de son comportement. Hein. C'est un problème de comment on arrive à s'adapter, à s'inhiber, ou au contraire à s'activer dans des tâches, dans notre environnement naturel. On va apprendre à souvent montrer que l'impulsivité, ça conduit au mur. Donc, on va travailler sur les stratégies de résolution de problèmes. Et puis, on va travailler sur des stratégies de compétences sociales, parce que ça a été bien rappelé par Valérie Adrian, qu'effectivement, un des handicaps, c'est qu'ils sont considérés comme agressifs, ils sont considérés comme maladroits, ils sont gênants, ils sont perturbateurs. Et donc, on va essayer de redonner à ces enfants des compétences sociales. Et je reviendrai sur les habiletés parentales. La remédiation cognitive, ça vise à travailler, alors on va le faire plutôt chez des enfants un peu plus âgés ou chez des adolescents, voire chez des adultes, à travailler les mécanismes d'attention. Un des processus dont souffrent beaucoup ces enfants, c'est l'incapacité à attendre, l'incapacité à différer. Et donc, on va leur apprendre à différer. On a des outils maintenant qui sont plutôt un peu ludiques, grâce à des jeux, grâce à l'informatique. On a des espèces de serious games, si vous voulez, et on va travailler leur attention, leur capacité à différer la réponse, à attendre quelques millisecondes, quelques centaines de millisecondes, quelques secondes derrière, pour permettre d'adapter sur le mode stop, think and go. C'est-à-dire, tu t'arrêtes, hop, tu as envie de faire quelque chose, tu t'arrêtes, tu réfléchis à ce qui se passe, et puis ensuite, tu peux produire une réponse. Donc, il y a des trainings qui existent maintenant au travers notamment de programmes de remédiation cognitive via l'ordinateur, et qui sont des modèles qu'on utilise très régulièrement, donc chez des enfants un petit peu plus grands ou plus chez des adolescents. Certains modèles, je ne fais pas si vite, étaient basés sur le neurofeedback, avec l'idée qu'on allait réactiver l'attention. Le neurofeedback, c'est quelque chose qui permet, en captant les ondes électrophysiologiques du cerveau, de leur donner le sentiment qu'ils peuvent agir sur une image qu'ils voient sur un ordinateur, et donc d'essayer de réguler l'attention via ces systèmes. Aujourd'hui, l'efficacité de ce type de méthode est toujours en cours d'investigation. Ce qui est très important, c'est de travailler l'environnement. C'est de dire, le TDAH, il n'y a pas que l'enfant qui doit changer. Il n'y a pas que l'enfant qui doit changer. Il faut aussi adapter l'environnement. Il faut l'adapter en milieu familial, il faut l'adapter en milieu scolaire. D'abord, c'est des enfants qui perçoivent pas le temps. Il faut leur donner les outils de perception du temps, parce que bien évidemment, il y a un phénomène qui joue en filigrane chez ces enfants, c'est la motivation. Et quand vous êtes motivé, le temps, ça passe très vite. On vous fera un petit questionnaire à la sortie de cette conférence. Si vous avez été très intéressé, vous direz elle a duré 10 minutes. Si vous avez été moins intéressé, vous direz elle a duré 2 heures, alors qu'elle va durer 3 heures. Donc, il y a un point important, c'est de travailler le temps, c'est de réduire les distracteurs.
Aujourd'hui, il faut dans l'environnement, quand on attend une tâche scolaire, c'est pas devant la télévision, c'est pas devant la radio, c'est pas avec la famille autour, c'est dans des conditions où l'enfant va pas être soumis à des distracteurs. C'est d'éviter de donner des tâches d'organisation, c'est-à-dire de préparer les séquences d'activités, hein, de dire on fait ça, puis on fait ça, puis on fait ça. Donc on va préparer la planification des activités. C'est la valorisation. C'est la valorisation. Et vous savez, notre système éducatif, il est basé, quand un enfant se tient bien à table, qu'il mange correctement, qu'il se lève, qu'il demande la permission pour sortir, il y a personne qui lui dit c'est bien, mon chéri, t'as été super. On dit rien. On dit c'est parce qu'on considère que c'est normal. Mais quand il bouge tout le temps, qu'il se lève au bout de 5 minutes et qu'il dit j'ai pas faim, je veux aller voir la télé, etc. Là, on commence effectivement à des sanctions, on commence à l'engueuler. Et ça, c'est un enjeu important parce qu'il faut inverser ce cycle éducatif. Il faut l'inverser en expliquant qu'effectivement, on va sortir de ce qu'on appelle le renforcement négatif, qui vise à dire, à punir les actions, entre guillemets, négatives, pour remettre du fonctionnement positif. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on l'oublie dans les stratégies éducatives ordinaires, de dire quand un enfant, je sais pas, ça s'est bien passé, on a passé un bon moment, de pouvoir dire on a passé un super moment. C'était super, c'était agréable. On va renforcer les moments positifs. Et puis, on va adapter avec des repères temporels le cadre de travail, le cadre scolaire, et de mettre en place des systèmes, surtout de supervision, c'est-à-dire qui est à la fois, l'enfant doit être mis en autonomie, mais de temps en temps, il faut aller jeter un coup d'œil, et régulièrement. Et puis, on va lui apprendre, par exemple, sur le plan scolaire. Alors, je vous mets, c'est dans là, je vous renvoie à ce qui a été déjà cité, qui sont les recommandations de la HAS, qui sont sorties en 2014, maintenant qui datent un peu, mais pour lequel il y a une version qui est sur lequel la communauté travaille en ce moment. À l'école, on va travailler sur des séquences courtes. On va dire à l'enfant s'il a besoin de se lever, mais qu'il se lève pour des choses utiles. Il va distribuer les cahiers, il va aller chercher des choses. On va le mettre au premier rang et pas au dernier rang, hein, ce qui est en général le cas. On va travailler l'environnement. Donc la notion d'adaptation de l'environnement est extrêmement importante en milieu familial, en milieu scolaire et ultérieurement en milieu professionnel chez les adultes, parce que sinon on va avoir les mêmes problèmes d'impulsivité, de peu de temps de concentration qui va jouer. Je passe assez vite. Ce qui est aussi important, c'est de travailler avec l'environnement. Et je pense naturellement aux outils d'accompagnement scolaire qui existent, hein, au PAP, éventuellement à des PPS, à des projets personnalisés de scolarisation, parce que quand il y a une prise en charge à côté, il ne faut pas que l'enfant il soit en plus pénalisé parce qu'il doit voir l'orthophoniste, parce qu'il doit voir le médecin, la psychologue, en plus, et donc qui le prive aussi de loisirs. C'est pas de sa faute s'il est obligé d'aller voir le professionnel. Donc il faut organiser avec l'école, vous le voyez là, organiser sa prise en charge aussi pour rendre le trouble le moins handicapant possible. Le point très important, c'est le point familial. On pourra en reparler, mais c'est de travailler avec les familles. Je vous l'ai dit, c'est des copilotes, les familles, mais c'est aussi des gens qui peuvent être en difficulté, qui sont en souffrance, qui savent pas comment l'utiliser, qui sont souvent dans la culpabilité. Et on a des modèles maintenant, on a des programmes d'intervention avec les familles, qui sont des programmes, ce qu'on appelle d'habileté parentale, où on va travailler les situations très dans la vie quotidienne. On va dire comment on fait quand il veut pas manger, comment on fait quand il veut pas s'habiller pour aller à l'école et qu'on va être en retard, comment on fait quand il ne veut pas faire son travail scolaire. On va travailler ces situations avec les parents. Et ça se fait dans le cadre de programmes qui sont maintenant assez structurés, qu'on utilise beaucoup dans notre service. Et notamment, le plus célèbre, c'est le programme qui a été développé par Barclay, qui s'est maintenant considérablement renforcé avec ces méthodes et qui marche très bien, parce que ça implique les parents dans l'approche. Et ça leur permet aussi d'adapter au niveau familial l'environnement de ces jeunes. J'entends qu'on approche de la fin, alors je vais prendre quelques minutes pour parler quelques points sur les autres, et puis après je dis un mot du traitement, et puis ensuite on vous laissera la parole. Un mot sur l'alimentation. On a vu qu'il y avait des problématiques alimentaires, on a vu aussi qu'il y avait potentiellement des pistes nutritionnelles qui avaient été évoquées. Une fois qu'on a dit ça, ça rentre dans différents modèles de causalité d'explication. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, aucun régime, aucune privation n'a traité le TDAH. On a privé les petits-enfants américains de soda pendant des années. C'est très bien pour l'obésité. Ça marche pas sur le TDAH. Hein, les colorants, etc. Donc on les a privés de tas de choses. Alors après, ils se sont rattrapés, donc ils n'étaient pas obèses pendant un moment, mais ils le sont devenus une fois qu'on a relâché ces recommandations. Donc ça marche pas. Puis il y a des méthodes qui sont basées sur la relaxation, hein, qui sont utilisées, qui peuvent être importantes, notamment la méditation.
Allez, quelques mots sur le traitement. Je regarde notre timekeeper. Quelques mots sur le traitement. Pour vous dire, aujourd'hui, je vous ai montré ce tableau très compliqué pour vous dire qu'il y a beaucoup de médicaments qui ont été regardés dans ce traitement. Valérie Adrien vous a spoilé la suite, puisque effectivement, on s'est rendu compte que l'amphétamine, d'abord l'amphétamine, avait une efficacité sur ces comportements-là. C'est une découverte qui date d'avant la Seconde Guerre mondiale, donc est ancienne. Et puis derrière, on a synthétisé des molécules, et la molécule la plus connue, c'est ce qu'on appelle le méthylphénidate, qui est connu sous le terme de Ritaline, et qui n'est pas une amphétamine, mais qui est un produit qu'on appelle un psychostimulant, qui va stimuler l'activité cérébrale. Vous allez me dire, c'est intuitivement une mauvaise idée que de donner à des gamins qui bougent tout le temps, qui sont très distraits, qui semblent comme ça un peu tout le temps suractifs, de donner un produit qui hyperactive leur cerveau. Et ben, en fait, c'est là où on commence à comprendre ce qu'est le TDAH, c'est que le TDAH, c'est pas un cerveau en ébullition. C'est un cerveau qui n'est pas auto-contrôlé. C'est un des systèmes de boucle de contrôle et d'adaptation qui fonctionnent. Et pour vous donner une image, si je peux me permettre, c'est celle d'un aéroport. Vous savez qu'il y a les avions qui arrivent et les avions qui repartent. Ça, c'est les stimulations extérieures. Puis vous avez une tour de contrôle qui va organiser, structurer les atterrissages et les décollages. Et ben, tout se passe, ça reste une image, bien évidemment, comme si les contrôleurs du ciel, du cerveau du TDAH, étaient endormis ou étaient un peu fatigués. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer, les stimulants vont activer des fonctions de régulation. Donc, on va activer la capacité à réguler et la capacité à s'inhiber. Donc, le méthylphénidate marche bien. Il marche bien à court terme. Il marche bien chez des enfants qui ont le TDAH. Il faut donc que le diagnostic soit très précis. Il marche pas chez des sujets qui n'ont pas le TDAH. Et là, il y a des risques d'abus ou de mésusage. Ça marche bien sur l'attention, ça marche bien dans la régulation de l'impulsivité. Ça en fait pas des très bons élèves s'ils sont pas des bons élèves, mais ça va leur donner des outils dans les apprentissages. Et puis le point important, c'est que ça marche aussi sur toutes les complications qu'on vous a évoquées, c'est-à-dire les problèmes de délinquance ultérieure. Et on voit que les enfants qui ont été traités, ils ont moins de ces problèmes sociaux, ils ont moins les problèmes des accidents domestiques et des brûlures, ces problèmes-là. Et surtout, ils ont la grande complication, c'est la survenue d'abus de substances à l'adolescence chez ces sujets. Et ben, les gamins, quand ils sont traités, ils ont moins ces problèmes-là. Puis on rappellera les problèmes émotionnels et notamment la question du suicide et de la mortalité. Il y a quatre molécules qui sont maintenant, 5 molécules qui sont disponibles. Je vous les laisse les découvrir. La molécule de base, c'est la Ritaline, et on a des formes maintenant qui sont à action prolongée, qui permettent d'avoir qu'une seule prise. Je les cite pour qu'ils soient, c'est le Quasim, le Medikinet, le Concerta, puis des formes génériques qui sont maintenant disponibles et qui existent sur des dosages différents. C'est une prise orale, en général le matin. Ça suppose un bilan, hein, on ne va pas donner le traitement, ça suppose un bilan diagnostique, mais aussi un bilan pré-thérapeutique, de bien évaluer la situation. Ça suppose en général, parce que c'est des produits qui peuvent faire augmenter la tension artérielle, notamment chez l'adulte, mais ça peut, on va observer, on va s'assurer que chez l'enfant, il n'y a pas de problématique cardiaque, donc on va faire en général un petit bilan cardiaque, mais en général, c'est un médicament qui est utilisé depuis une cinquantaine d'années en France et qui est un médicament relativement bien toléré. Et puis ensuite, alors c'est un médicament qu'on va adapter progressivement en fonction de l'enfant, en surveillant la tolérance. Je vais revenir sur les quelques effets secondaires très rapidement. Combien de temps on traite? Aujourd'hui, la recommandation, c'est de traiter au moins de 2 à 3 ans. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans des traitements à court terme. On a des traitements qui sont autour de 2 années. En général, c'est des années. On verra qu'il y a souvent des interruptions thérapeutiques pendant les périodes des vacances. Ces interruptions thérapeutiques du traitement médicamenteux, elles ont comme sens de repérer comment va l'enfant sans médicaments. Est-ce qu'il va mieux, est-ce qu'il va moins bien? De regarder aussi les effets secondaires, hein, d'identifier les effets secondaires. Et puis, un des effets qui est le plus gênant, c'est les effets éventuellement sur la croissance à long terme et de réduire cet effet-là. Donc, la durée, elle est quand même une durée longue. On est sur 2 à 3 ans de traitement. On est dans une prescription qui est soumise à un contrôle particulier, puisque le méthylphénidate, parce que c'est un psychostimulant, est classé parmi les stupéfiants. Donc, il est prescrit sur une modalité particulière, qui est une ordonnance sécurisée sur une durée limitée de 28 jours. Et il est prescrit par un médecin spécialiste, psychiatre, pédiatre ou neurologue. Et puis, ça va être renouvelé régulièrement tous les ans, tous les mois. Les effets secondaires, rapidement, il y a des effets secondaires qui sont fréquents et
peu grave. C'est essentiellement les effets, ça diminue un peu l'appétit, l'amphétamine, enfin les produits psychostimulants ont tendance à réduire l'appétit. Et évidemment, comme c'est des médicaments stimulants, ça réduit l'endormissement. Ça peut gêner l'endormissement. Donc il y a des stratégies pour éviter cette gêne sur l'endormissement et sur l'appétit. Donc on va surveiller le poids, on va surveiller l'alimentation. Ça peut générer des comportements qui sont plus sévères, mais beaucoup plus rares. Alors, un des problèmes, c'est la survenue de tics, qui peut être un des problèmes. Un des problèmes, c'est la survenue de mouvements moteurs très rapides, qui peuvent être de ce qu'on peut observer sous méthylphénidate. Ça peut être le problème du ralentissement de la croissance. Alors ça a été observé chez les enfants qui sont traités au long terme. Ce qu'on sait de ce ralentissement de la croissance, c'est qu'il est exposition dose dépendante, c'est-à-dire le nombre d'années ou de mois que l'enfant a pris le traitement, qu'il est loin d'être constant et qu'il est surtout réversible. C'est-à-dire que quand on arrête le traitement, si le problème de croissance est un problème, l'enfant va reprendre une croissance normale. Et toutes les études nous ont montré que les enfants, les adolescents qui ont été traités quand ils étaient enfants versus ceux qui n'avaient pas été traités, ils ont une croissance qui est identique par rapport à l'attendu. Je ne vais pas vous lister tous les effets secondaires. Si vous voulez, on pourra en reprendre certains. Il y a d'autres molécules, je ne vais pas non plus vous les citer, sinon que je vais juste vous montrer qu'en France, aujourd'hui, il y a encore une omerta sur les médicaments, une crainte. Alors la crainte, elle est logique quand elle est facteur de prudence, elle n'est pas logique quand c'est un facteur de méfiance. La crainte, ça doit être d'avancer avec les traitements comme un outil thérapeutique, mais pas avec des croyances autour du médicament. Et le résultat, c'est qu'il y a peu de médicaments qui ont été développés en alternative. Quand un enfant, comme ça a été évoqué, ne répond pas au traitement, on va se retrouver avec des problèmes. Il y a un médicament dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le Strattera, qui est une des alternatives possibles. Est-ce que c'est trop prescrit en France? Oui, il y a des données qui montrent, non pas que ça soit trop prescrit, mais que la prescription de 2014 à 2019, elle a augmenté, elle a été multipliée par 5 ou 6. Ça a augmenté simplement parce qu'il y a plus de spécialistes, on connaît mieux le trouble. Il faut savoir qu'actuellement, en France, aujourd'hui, le taux de prescription reste très en dessous du taux de la prévalence du trouble. C'est-à-dire que schématiquement, moins d'un enfant sur 3 ou sur 4 est traité par médicament, moins d'un enfant sur 3 ou sur 4 qui présente un TDAH. Et on est encore aujourd'hui en Europe occidentale le dernier pays dans le domaine de la prescription, le pays qui prescrit le moins. Donc il y a une augmentation, mais on est loin d'être dans la surprescription, notamment par rapport à ce qui c'est aux États-Unis. Est-ce que donner des amphétamines à un enfant, ça favorise les addictions? C'est le contraire qui se produit. Vous l'avez sur ce tableau, puisque vous avez en vert les enfants qui ont reçu le traitement et le taux de la prévalence des abus de substances, la consommation de cannabis, d'héroïne à l'adolescence. Et on s'aperçoit que les enfants qui ont été traités par méthylphénidate, ils ont moins de problèmes. Ils ont moins de problèmes dans ce domaine. En fonction de l'âge, vite. Chez l'adolescent, ce qui est important, c'est l'appropriation du traitement et de la prise en charge. C'est le travail de thérapie de soutien qui joue un rôle au-delà des aspects comportementaux et cliniques, qui va être important. Et c'est surtout la prévention. Chez l'adolescent, un des enjeux majeurs, c'est la prévention de la survenue de l'addiction. Et là, il y a un vrai travail qu'il faut faire systématiquement dès la préadolescence pour éviter les consommations de tabac, parce que c'est l'engrenage et c'est des enfants et des adolescents qui vont aller plus vite vers ça. Comme il faut être extrêmement contenant par rapport aux dérapages qui peuvent être sur le plan social, sur lequel il faut pouvoir accompagner ces adolescents. Alors, avec des adolescents, c'est pas toujours facile, mais essayer au mieux d'éviter, notamment dans les rencontres, etc., les problématiques qui sont engrenage vers des conduites antisociales. Chez l'adulte, on a maintenant l'autorisation à des traitements. Ce qui est surtout, c'est des interventions qui sont centrées sur la gestion, l'organisation et la réduction du stress. Avoir des problèmes d'attention, c'est extrêmement stressant. Parce qu'on passe notre temps à planifier les choses. Et donc, un des problèmes qu'on observe chez l'adulte, c'est un problème de stress. Et ça a été là aussi évoqué, les consommations d'alcool qui vont aller derrière. C'est les tentatives de tout calmant. Et puis, le travail et l'adaptation au niveau professionnel. Je vous passe les recommandations parce que vous les retrouverez. Aujourd'hui, on recommande le traitement plutôt en deuxième ligne en France, même si par exemple nos collègues anglais ou nos collègues scandinaves le font en première ligne en fonction de la gravité du trouble.
Nous, on a tendance à utiliser des méthodes plutôt de type habileté parentale, travail avec les enfants de type stratégie psychothérapique, et puis en cas de situation d'échec, on passera aux médicaments. C'est rare, sauf dans les situations très compliquées, qu'on commence par le traitement d'emblée. Quelques mots pour vous parler des stratégies et de l'organisation des soins. Je voulais juste que vous ayez à l'esprit deux modalités. La première, c'est les PCO, qui sont les plateformes de coordination et d'orientation, qui vont permettre de repérer les enfants dès l'âge de 3-4 ans, et très prochainement pour des enfants un petit peu plus âgés qui présentent ce qu'on appelle des difficultés développementales, pas toujours spécifiées sur le plan du diagnostic, mais qui vont mettre les professionnels en alerte. Ces PCO, elles ont été créées il y a 2 ans maintenant. Elles vont se renforcer aujourd'hui par le développement du dépistage, parce qu'un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de dépistage, il n'y a pas de politique de dépistage qui soit suffisamment constituée. Et donc, ça explique cette galère. Et je peux vous dire qu'actuellement, avec le manque de médecins qu'il y a dans certains départements, c'est un vrai parcours de galérien que de trouver un spécialiste vers lequel on peut adresser les enfants. Et puis le deuxième, c'est ces centres, nous en avons un à Bordeaux dans le pôle, qui sont des centres d'évaluation un peu spécifiques. C'est des centres de référence sur le TDAH, nous en avons un qui s'appelle le CREDA, qui vont à la demande de médecins de terrain, de professionnels de santé, qui vont compléter, venir en appui sur les procédures de diagnostic. Donc ces structures-là, elles sont aujourd'hui, elles viennent en appui pour faire le diagnostic sur des... mais le diagnostic initial, il doit être fait par des médecins dits de première ligne, par des équipes de première ligne. Comme on va avoir l'Euro de foot, je pouvais pas ne pas parler un peu foot. Et pour vous dire qu'en France, c'est encore moumou tout ça. Qu'on a encore un petit peu de mal à mettre en place les procédures. On a les stratégies, on a les procédures, mais il faut encore un dynamisme qui nous manque. Néanmoins, il y a des points positifs. Il y a la HAS qui a sorti ses recommandations. Il y a aujourd'hui, on l'a dit, une société française qui réunit l'ensemble de la communauté professionnelle. Et donc, il y a quand même des choses qui avancent dans la spécificité et dans la prise en charge de ces jeunes enfants, adolescents ou adultes. Je vous remercie beaucoup de cette excellente attention dont vous avez fait preuve.